la vidéo d'Abraham Poincheval, qui donc malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui nous a concocté ce petit témoignage de cette expérience de collaboration qu'il a pu avoir avec différentes communes, différents acteurs collectifs, culturels, pardon. Et c'était important de pouvoir aussi entendre la parole d'un artiste et l'engagement d'un artiste à travers ces différentes productions et performances. Bonjour à vous, je me présente, je m'appelle Abraham Poincheval, je m'excuse tout d'abord de ne pas être présent physiquement avec vous suite à des petits problèmes de santé familiaux. Voilà, je vais vous présenter un ensemble de pièces qui couvrent en fait les années 2013 jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à plus tard, parce qu'en fait il y a des pièces qui sont en préparation. Voilà. Donc du coup, je vais commencer assez rapidement en partageant mon écran, que voici, hop, par une pièce qui a été un peu la pièce fondatrice, en fait, de toutes les pièces qui suivront et qui continuent aujourd'hui, qui s'appelle Girovague, le voyage invisible, qui est un voyage. Tout ce temps, j'ai fait un enregistrement de ce voyage à travers la montagne, sur chaque saison, et d'essayer comme ça, à la manière d'une sorte d'astronaute ou de cosmonaute au ras du sol, d'essayer d'enregistrer en fait les transformations de cette montagne. Et c'était une sorte de voyage euh, assez improbable, en croisant quelques humains, beaucoup d'animaux, et des végétaux, des minéraux, et voilà. Et c'était aussi une sorte d'atelier en fait, euh, de laboratoire qui a donné naissance à tout un ensemble de pièces qui ont suivi, qui continuent aujourd'hui. Une de ces pièces qui suit est L'Homme-Lion, en fait, qui était une commande publique pour le musée de l'Aurignacien, le musée d'archéologie de l'Aurignacien à Aurignac, qui était en fait, voilà, la proposition était en fait de réhabiter, de se réenchasser, de reprendre la forme en fait de la représentation humaine à la période aurignacienne, et de reprendre en fait une pièce qui s'appelle L'Homme-Lion, qui est une pièce découverte à Ulm en Allemagne, et qui est une statuette mesurant 31 cm, qui raconte aussi toute l'histoire de l'archéologie, parce qu'elle a été découverte à plusieurs époques, des siècles très différents, et reconstruite à chaque fois, et qui reprend cette question de l'enchâssement, c'est-à-dire cette représentation de l'humanité à ce moment-là, parce que finalement, selon ce qui nous reste aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, euh, la représentation humaine se passe toujours par l'animal, et c'est cet enchâssement homme-animal qui construit l'humanité de cette époque. Et du coup, l'idée, suite à l'ours, j'ai fait un projet où j'habitais un ours au musée de la chasse et de la nature. L'idée est venue d'habiter, du coup, de reprendre cette forme d'habitation. Et là, du coup, c'était dans cette pièce de l'homme-lion, homothétisée à ma taille, c'est-à-dire que là, elle fait 3,10 m, dans lequel, en fait, j'habitais dans le corps de l'animal, comme vous pouvez le voir ici avec le petit personnage qui est présent ici. Et comme vous pouvez le voir aussi sur les dessins préparatoires, qui expliquent, en fait, un peu comment ça fonctionnait. Durant, du coup, une semaine, j'ai habité cet homme-lion. Et pour moi, c'est à la fois c'est une pièce statique, bien entendu, parce que vous voyez, elle est posée là dans la forêt, mais c'est aussi un voyage intérieur en fait d'une semaine, 24 heures sur 24, en restant debout à l'intérieur de cette structure. Et c'est une pièce aussi qui a eu beaucoup d'écho pour la population, en fait, pour les gens qui habitaient autour, qui au départ voyaient ça d'un œil plutôt, enfin voilà, c'est peut-être un peu compliqué au départ, cette pièce, mais qui, petit à petit, a été apprivoisée par la population, et aussi la pièce les a apprivoisés, et maintenant qui a construit comme ça une relation forte à leur identité. Là, et depuis à peu près chaque année, on fête l'anniversaire de l'Homme-Lion, on vient y faire la fête, ce qui est, je trouve, plutôt enthousiasmant. Euh, une autre pièce là qui est du coup un déplacement qui s'appelle Le Chevalier errant, l'homme sans issue, et qui est en fait un voyage en Armure médiévale au XXIe siècle. C'est une sorte de Don Quichotte en fait qui reprend un peu la narration de Don Quichotte, et qui est un voyage du centre-Bretagne jusqu'à la mer. Voilà. Cette idée m'est venue suite à une invitation qui m'avait été faite par le Mouvant. Et voilà, j'avais été assez étonné par la juxtaposition d'histoires de paysages très différents. Et je me disais, en fait, c'est assez amusant. Pour nous, tout ça nous semble totalement naturel, ce, bah,
ce collage de paysages, d'histoires. Et en même temps, je me disais, mais c'est marrant parce que dans tel endroit, on peut y trouver un paysage du 12e, un autre du 16e, du 19e, du 20e, du 21e. Et l'idée comme ça était de les raccorder, en fait, de les recoudre d'une certaine manière en armure médiévale. Et ça, pareil, ça a donné un ensemble d'histoires assez... Vous pouvez imaginer quand vous arrivez en armure médiévale dans un café pour pouvoir manger ou à l'hôtel ou dormir dehors comme ça, tout ce que ça peut créer, tout ça. C'est un voyage assez complexe, assez difficile quand même, parce que du coup, une armure, c'est 32 kilos, donc c'est comme ça, traverser comme ça ce voyage. Et assez magique aussi. Voilà, ça c'est ce que, du coup, la pièce, je dirais, au fur et à mesure de son voyage, elle s'est nourrie du paysage qu'elle a habité et je dirais presque d'une certaine manière, elle s'est fossilisée, elle s'est construite avec des extraits du paysage qui petit à petit sont venus s'installer sur elle. Et aujourd'hui, c'est cette armure assise voilà, qui regarde le visiteur lorsqu'elle passe et qui est présentée plutôt dans des musées. Voilà. Un autre voyage qui parle aussi du paysage, un autre rapport aussi à la construction que nous en avons, qui s'appelle Walk on the Cloud, qui a été présenté pour la Biennale de Lyon, produite aussi avec la Biennale de Lyon, et qui était un vieux projet qui datait de 10 ans en fait, et dont l'idée était que j'avais eue comme ça une fois en prenant l'avion enfin, vous voyez, quand on voit les nuages du dessus et qu'on se dit ah, mais on pourrait marcher sur les nuages, on pourrait marcher sur cette matière des rêves, cette matière de l'imagination de nos sociétés, et, de l'arpenter, et du coup de s'imaginer un peu à la manière de quelqu'un qui ferait une balade en montagne, là, qui ferait une balade dans les nuages. Et donc, on a imaginé ce projet, donc du coup, qui a fini par se faire en Afrique, et d'imaginer, parce que bien sûr, vous imaginez bien qu'on ne peut pas marcher comme ça sur les nuages. Très simplement, en fait, où on a trouvé une montgolfière, une petite montgolfière, avec un pilote, et du coup, j'étais suspendu à 10 mètres par des filins, comme vous pouvez voir ici, en dessous de cette montgolfière, pour arpenter les nuages. Alors, ça a été une histoire assez... Alors, du coup, je pouvais difficilement emporter tout le public avec moi. Donc, ça donnait lieu à un film qui ait des proportions en fait qui me semblaient importantes pour que le spectateur ait cette sensation aussi d'être avec moi dans ces nuages. Donc, c'est un film de 18 mètres de long sur 3,70 m de haut. Et c'est comme ça, c'est juste un voyage, voilà, une marche à pied. Ça commence, c'est une tente, une tente qui vole dans le ciel, dans lequel j'habite, voilà, dans lequel je dors, je me réveille. Et voilà, et après, je pars arpenter les nuages. Alors, ça a été pendant 8 jours de tournage, de travail pour réussir à faire ce film qui a été quand même assez épique, l'air de rien, parce que en fait, quand les choses les plus simples sont quelquefois les plus complexes à réaliser, et donc pour y arriver, c'était assez sportif, mais assez magique. Voilà. Je suis avec un autre projet qui est en cours en fait en ce moment, qui est dans la suite animale en fait, je dirais, un peu une suite à l'Homme Lion, qui est en fait le projet d'habiter une ruche, voilà, d'habiter une ruche avec les saints, voilà, de cohabiter en fait, de faire dans la maison des abeilles avec à peu près 20 000 à 50 000 individus, voilà, sans protection ou légère protection. C'est comme ça l'idée de vivre 13 jours durant avec cet essaim dans cet espace. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui est en cours à l'étude, voilà, qui avance, qui pérégrine lentement, mais c'est aussi l'importance aussi de ce genre de projet, parce que c'est de trouver la justesse pour que la pièce se fasse et qu'elle soit viable aussi, parce que vous imaginez que vivre avec 20 000 individus, de faire le chemin inverse, c'est-à-dire que aujourd'hui, aujourd'hui et tout au long de notre histoire, l'humanité aussi, l'abeille a été, et la ruche a été toujours un peu l'oriflamme qui représente nos sociétés, alors que ce soit monarchique, anarchique, de la modernité, de la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui, avec nos questions écologiques et environnementales. Donc du coup, voilà, c'était de faire le chemin inverse, c'était de se dire, voilà, puisque elles nous servent pour représenter à chaque fois la société idéale,
c'est à moi peut-être de faire le chemin inverse et d'aller les habiter avec elles. Et avec une société aussi qui partage depuis très très longtemps son territoire en fait avec les humains et qui connaît très bien à sa manière aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout à coup comment on se plonge dans une autre manière d'appréhender un réel en fait, qui est un réel partagé, mais qui se constitue très différemment de notre rapport au monde. Et du coup, ça demande un apprentissage complexe parce que les abeilles sont des êtres sensibles qui réagissent très très vite à nous, qui ont des rapports à l'humain qui sont très différents, qui construisent l'humain très différemment de nous, les liens qu'on peut faire entre nous. Donc voilà, c'est un projet à suivre. Là, dans un tout autre, c'est une des premières pièces que je réalise comme ça et je suis assez content d'avoir de cette commande, une commande qui m'a été faite sur le chemin de Compostelle en fait. Et d'habitude, c'est plutôt moi qui habite les lieux, comme vous avez pu le remarquer, qui habite les objets, qui habite les lieux. Et là, on a inversé un peu le processus, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de construire un abri pour marcheurs. Et ça, je trouvais ça très intéressant en fait d'inverser un peu le process. C'est-à-dire que là, il fallait que moi, je pense que je me mette dans la peau finalement du visiteur, ce qui est assez rare parce que souvent c'est le visiteur qui vient me voir. Et là, du coup, c'était que moi, peut-être je construis quelque chose pour lui. Et l'idée a été à Golignac, du coup, de reprendre en fait ces rochers qui existent dans le paysage. Voilà, ce sont des énormes boules granitiques. Et de les rendre habitables. Donc, on a construit comme ça, alors c'est en train d'être terminé ce projet. On a construit comme ça un rocher habitable, c'est-à-dire que de l'extérieur, ça n'a l'air de rien, ça a l'air d'un rocher, comme il y en a quelques-uns là-bas qui sont très très beaux. Mais c'est de le creuser et de le rendre habitable. Donc, un peu à la manière d'une maison folie, en fait, on a constitué. Et ce qui était aussi intéressant avec ce projet, c'est qu'on avait imaginé un lieu au départ où ce rocher pourrait être posé, puis finalement, ça n'a pas pu être possible. Et avec le maire, on a trouvé un autre espace qui était un espace oublié. Et ça, je trouvais ça assez beau dans ce paysage. C'est un espace qui était plus du tout actif, qui était entre le village et les pâturages. Et qui a été longtemps, bien avant, il y a un siècle avant, habité par une dame qui vivait avec une chèvre. Voilà. Et qui avait été un peu, voilà, vous voyez, la mémoire faisant son travail, elle avait un peu fait disparaître tout. C'était comme si la mémoire s'était ensauvagée à cet endroit-là et que l'histoire n'existait plus. Donc, du coup, on a fait tout un travail sur ce lieu. On a réouvert une fenêtre qui donne sur le paysage en face. Et on a découvert, en commençant à travailler, un escalier. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'au fur et à mesure où on creusait, où on remettait à jour, on faisait de l'archéologie contemporaine finalement, où on a reconstruit, c'est-à-dire qu'on découvrait cet escalier et qu'on le reconstruisait aussi, parce que c'était ça aussi le travail, c'est pas simplement construire l'abri. Là, comme vous pouvez le voir là, en fait, le rocher est en construction. Aujourd'hui, on a fait des plantations dessous de mousse, de lichen et de fougères qui commencent à prendre d'ailleurs. Et bien, du coup, en fait, la mémoire revenait dans le village et les gens commençaient à raconter l'histoire de cet endroit et des passages, en fait, des cheminements qui se faisaient avant. Voilà. Et l'idée aussi que je trouvais assez intéressante, alors donc du coup, de l'extérieur, c'est un rocher et l'intérieur, en fait, c'est recouvert alors, une partie à la feuille d'or et une autre partie à la peinture or. Voilà, c'était créé comme ça un espace totalement onirique et magique de l'intérieur qui pouvait aussi rappeler une chapelle. Voilà, c'était de reprendre en fait un peu toute cette étymologie de la chapelle en fait. Voilà. Et du coup voilà, donc c'est un endroit assez magique. Donc du coup vous imaginez, vous avez marché la journée et parce que si c'est aussi cette histoire du paysage du chemin de Compostelle comme un chemin qui soigne en fait. Voilà. Et c'était de retrouver cette sensation comme ça à l'intérieur. Et voilà, donc du coup, aujourd'hui, enfin, ça a déjà été un peu usité. Là, il faut qu'on finisse un peu la construction. Dans quelques temps, les gens pourront dormir à l'intérieur de ce rocher. Voilà. Je vous remercie énormément pour cette invitation et je m'excuse encore de ne pas avoir été présent avec vous. Et je vous souhaite une bonne continuation pour cette journée. Merci à vous. Au revoir.